Je m'appelle Olivier Hodeline, je suis le responsable de l'innovation de Butagaz. Et à ce titre, je dirige son laboratoire d'innovation baptisé Zagatube, dont vous avez certainement entendu parler. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour parler consommation en 2084. Donc le consommateur de demain sera-t-il si différent du consommateur d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle nous allons tâcher de répondre. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être entouré d'Antoine Roussel, CEO de ThankYou. Bonjour. La première station-service mobile en France à destination des entreprises et des particuliers. Et de Gaël Muller, CEO de FanVoice, la plateforme collaborative qui relie marques et internautes dans la définition de produits et services de demain. Merci à vous d'être là. Tu pitches super bien, merci. Merci. Donc nous allons échanger à 3, mais en fait à 4, parce qu'on compte sur vous également pour nous donner du feedback. Donc soyez attentifs. Pendant notre conversation, en fait, nous allons vous poser au fil de l'eau 4 questions à laquelle nous serions reconnaissants de répondre en utilisant Bcast. Donc vous avez ici les codes. Donc si vous pouvez prendre votre téléphone portable et vous connecter dès à présent sur my.bcast.com, le code de la session étant MK2019. Merci beaucoup par avance. Alors, le terme, ou le néologisme plutôt prosommateur, ou prosumer en anglais, pour producer et consumer, est apparu en 1980 dans le livre d'un futurologue américain appelé Alvin Toffler et intitulé La troisième vague. Pour lui, les frontières entre producteurs et consommateurs s'estomperaient avec l'émergence de la personnalisation des offres de biens et de services, un meilleur pouvoir d'achat, davantage de temps libre et un meilleur accès à de l'information par les consommateurs. Réservé tout d'abord à une catégorie assez privilégiée au début des années 80, et plutôt sur les secteurs de niche, plus particulièrement le secteur des hobbies, de la photographie par exemple. On voit bel et bien aujourd'hui cette tendance se répandre sur l'ensemble de nos secteurs. Les acheteurs d'aujourd'hui sont non seulement des consommateurs de produits, mais ils donnent leurs avis sur ceci, et pour certains, ils sont déjà en mesure de produire leurs propres produits. Donc, pour nous, si je devais prendre par exemple le secteur de l'énergie, bien entendu, l'autoconsommation est un sujet et il intéresse particulièrement Butagaz. Alors, pardon, j'ai quelques notes. À quoi ressemblera l'interaction entre consommateurs et entreprises en 2084 ? Certes, nous n'avons pas de boule de cristal, mais certains signaux peuvent commencer à nous éclairer. Gaël, le sujet t'inspire-t-il ? Oui, alors complètement. Petite question, on va commencer, vous savez, avec cette petite appli Bcast. Je vois que tout le monde a son téléphone sous la main. Première question, qui a déjà déposé, est-ce que vous avez déjà déposé, oui ou non, un avis sur une app, sur un store? Vous avez téléchargé des apps, est-ce que vous avez déjà déposé un avis? Alors, si vous à vos claviers, oui ou non? Voilà, oui ou non. Alors, on va voir les résultats. Ça y est, tout le monde a voté. C'est bon, ça marche bien? Ça ne marche pas. Ça y est, c'est bon. On peut présenter les résultats? S'il vous plaît. Ils sont là-haut. Ah. Donc, oui. 91% d'entre vous ont déjà déposé un avis sur un store ou sur TripAdvisor. Ben voilà, en fait, vous avez tous déjà fait du crowdsourcing. C'est-à-dire que vous avez tous aidé une marque à s'améliorer. Si vous avez dit c'est génial, ils disent super, on continue comme ça. Si vous avez dit bof, c'est pas terrible, depuis la nouvelle release, j'ai perdu des fonctions, ça c'était mieux avant, etc. Vous avez aidé une marque à s'améliorer. Donc vous avez participé à un dispositif de crowdsourcing. Le crowdsourcing, c'est une notion qui a été définie comme ça il y a 10 ans, Happy Birthday Crowdsourcing, par Jeff House, un journaliste américain, qui a dit en gros, avec les communautés, il se passe des choses assez intéressantes. Il y a un nouveau paradigme qui est en train de se lancer. Jusqu'à présent, on confiait énormément de tâches dans la création de produits et services, dans l'innovation dans l'entreprise. On confiait tout à des salariés, des gens qui étaient payés pour, des prestataires. Et là, l'idée, c'est de délocaliser, d'outsourcer en fait l'approvisionnement en idées, en un certain nombre de choses, par des groupes définis ou pas.
sous la forme d'appels ouverts. Donc des appels à idées, des appels à participer, des appels à bêta-tester, etc. Le crowdsourcing, c'était un concept il y a 10 ans. On se demandait, oui, est-ce que ça va servir? Aujourd'hui, c'est devenu mainstream. Si vous avez utilisé TripAdvisor, vous avez forcément, soit vous êtes un hôte, tout simplement, donc vous avez créé vous-même votre produit, votre prestation de service, vous l'avez commercialisé grâce à une plateforme, et si vous avez été voyageur, vous avez déposé un avis éventuellement pour aider l'hôte à s'améliorer. Tout ça, c'est du crowdsourcing. Alors au début du crowdsourcing, tout le monde s'est dit « Ah mais c'est génial, on va pouvoir en faire des choses formidables ». Et c'est vrai, si vous demandez à des consommateurs de financer un projet au lieu de demander à un banquier, vous faites du crowdfunding. Si vous demandez à des consommateurs de vous donner des idées d'innovation, vous faites du crowdsourcing d'idées. Si vous demandez à des volontaires de vous aider à faire un certain nombre de tâches dans l'entreprise, vous faites du crowd labor, etc. Donc ça veut dire que notre consommateur, finalement, il a complètement changé de position. Alors évidemment, il y a eu, comme sur toutes les innovations, hein, il y a eu des ratés au départ du crowdsourcing. En 2008, je me souviens d'un cas de BMW, par exemple, qui s'était dit, bah, génial, avec le crowdsourcing, si on peut demander des choses à la foule gratuitement, bah, on va faire des économies. Donc ils ont décidé de crowdsourcer leurs études conso. Ils sont passés par un cabinet qui les a aidés à monter ce projet, et puis ils se sont rendus compte que personne ne rejoignait leur communauté. Mais c'est bizarre, on a fait un super site, on a un super processus de qualification, on a imaginé des centaines de questions à poser et personne ne participe. Et puis quand on regardait d'un petit peu plus près comment ils avaient monté le truc, ils ont utilisé des techniques de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'ils utilisaient des techniques classiques de panélistes. Donc pour rentrer dans la communauté, il fallait répondre à 50 champs de formulaire avant de pouvoir rentrer dans une communauté qui n'était pas une communauté, en gros c'était un méga sondage. Donc au fur et à mesure, hein, les marques se sont rendues compte que mince, le crowdsourcing c'est pas si simple, il faut rendre le truc simple si on veut avoir un maximum de monde, si on veut avoir cette foule qui participe. Et puis il y a des marques qui ont réussi au fur et à mesure, et c'est super parce que c'est mon fonds de commerce. Alors moi je travaille pour une start-up qui s'appelle FanVoice, que j'ai cofondé il y a 5 ans maintenant. Et l'idée en fait de base, c'était de se baser sur une statistique qui fait super peur aux marques, c'est l'échec. Il y a 43% des produits qui échouent l'année du lancement. Donc en gros, quasiment un produit sur 2 qui est en gestation, si vous bossez dans une marque, qui est en gestation chez vous, va se planter au bout d'un an en Europe. Et la raison principale de cet échec, c'est principalement les inadéquations entre les fonctions du produit, ce que vous avez mis dans votre produit ou dans votre service, et ce qu'attendaient les consommateurs. Donc dès lors, évidemment, c'est légitime de se dire, et si on demandait aux clients ce qu'ils en pensent? Alors évidemment, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui est en train de penser tout doucement, oui, je ne vais pas le dire, mais Ford, hein, quand même. Ford, il avait dit, si j'avais demandé aux consommateurs ce qu'ils voulaient, il m'aurait dit, des chevaux qui courent plus vite. Et ben, moi, j'ai fait l'automobile, c'est mieux. Alors évidemment, l'idée, hein, c'est pas juste de faire du crowdsourcing d'idées pour choper des idées, dire celle-là, elle est nulle, celle-là, elle est nulle, celle-là, je la garde, c'est super, c'est révolutionnaire. L'idée aujourd'hui avec FanVoice, c'est d'aller un petit peu plus loin. Nous, on s'est appuyé sur des technologies d'analyse sémantique pour, une fois qu'on a généré des conversations avec des groupes, avec des foules, pour analyser en fait tous les verbatims de ces gens-là, les idées qu'ils ont postées, bonnes, réalisables, pas réalisables, pour identifier derrière tout ça, essayer de lire entre les lignes et trouver des besoins qui étaient exprimés clairement ou pas d'ailleurs. Et ces besoins, c'est la marque qui va trouver des solutions pour y répondre, toute seule ou avec des startups d'ailleurs. Alors ça marche plutôt bien. D'un côté, on a des consommateurs qui ont envie de participer. Il y a 63% des Français qui ont déclaré pendant une enquête cet été, enfin l'été dernier, 63% des Français qui ont dit « Oui, moi je suis prêt à aider mes marques préférées à améliorer leurs produits et services ». Il y en a d'ailleurs 30% d'entre eux qui ont dit « J'ai déjà une idée, dites-moi où l'exprimer, je ne sais pas, je ne vois pas où est la plateforme ». Alors, on a d'un côté des marques qui veulent dérisquer, de l'autre des consommateurs qui sont prêts à jouer. Il y a un match, il faut y aller. Alors, il y a des marques qui se sont appuyées là-dessus. Butagaz le fait à travers le programme Le Garage de Bob pour bêta-tester des startups, des innovations maison, etc. On a d'autres marques qui se sont lancées toutes seules. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de Local Motors. Local Motors, c'est un start-upper que tout le monde pensait être un fou il y a à peu près 8 ans et qui s'est dit bon, ben, moi je vais lancer une auto, je vais créer une automobile from scratch et je vais le faire plus vite que l'industrie automobile. Tout le monde s'est dit c'est complètement dingue, c'était un pari, ils l'ont fait en 18 mois. Créer une automobile dans l'industrie automobile, c'est 5 ans. Donc simplement en s'appuyant sur des démarches de crowdsourcing, sur des communautés, ils ont réussi à accélérer le processus. La voiture qui était impossible à faire, 2 ans plus tard, elle était guest star dans le dernier Transformers. Il y a une grosse poursuite au début du film et on voyait la voiture de Local Motors qui arrivait là. Aujourd'hui, c'est un gros fournisseur de l'armée américaine. Donc là, on se rend compte qu'il y a des idées dingues qui apparaissent, les industriels parfois les rejettent et on se rend compte que des gens courageux, des entrepreneurs se les approprient, montent des communautés et arrivent à faire des trucs incroyables qu'on n'imaginait pas possible il y a quelques temps. Deuxième cas d'utilisation du crowdsourcing, on voit un industriel, par exemple, Somfy, c'est un de nos clients, on bosse pour
pas mal de boîtes, dont des boîtes du CAC 40, AXA, Crédit Agricole, oui, c'est des clients à nous. Et Somfy, une bonne grosse boîte française, a décidé, à un moment, dans la domotique, d'impliquer des clients pour bêta-tester des produits et des services. Et puis, ils ont sorti un truc du tiroir, une histoire de drone. C'est-à-dire que ça, c'était une marotte qui sortait à chaque fois dans les brainstorming internes. Tiens, et si on utilisait des drones pour faire des systèmes d'alarme chez les particuliers, ça ne s'est pas fait, on pourrait peut-être essayer. Et à chaque fois, l'idée était rejetée par quelqu'un qui disait non, mais les drones, ça fait peur. Et à un moment, le directeur Innovation Monde a dit écoutez, cette vieille marotte, on va la ressortir, on va quand même demander à nos clients. On ne va pas partir de nos préjugés à nous. Ils ont lancé un brainstorming géant en disant un drone pour surveiller votre maison, vous en pensez quoi? Et la surprise, raz-de-marée participation en sollicitant les clients. Les gens ont dit mais c'est super, mais oui on le veut. Alors on veut qu'il fasse ça, ça et ça. On ne veut pas qu'il dépasse tant en tarif. Et on a déjà eu plusieurs dizaines, quasiment des centaines de clients qui ont dit mais dites-nous, est-ce qu'on peut passer la précommande? Vous voyez, le marché a tellement évolué avec les approches Kickstarter et compagnie que les gens sont prêts à améliorer des concepts d'innovation et sont prêts aussi à dire on peut même financer si ça peut aider le produit à arriver plus vite. Donc là, ça change énormément de choses. Dernier exemple, on travaille avec d'autres énergéticiens. Et il y en a un qui avait bêta-testé un thermomètre connecté avec une start-up. On a envoyé une centaine de protos chez des clients de l'énergéticien. Les gens ont testé le prototype et puis ils nous ont dit bon ça c'est bien, ça marche pas bien, ça pourrait être amélioré, etc. Ok, rien de neuf sous le soleil. Et puis là on a commencé à avoir des gens qui se sont exprimés, puisqu'on a sollicité beaucoup de gens, une centaine de personnes. Il y a des gens qui ont dit mais vous savez il y a d'autres business models à imaginer. Moi votre thermomètre connecté je l'ai mis dans mon frigo pour voir s'il marchait bien. Mais j'ai 3 frigos chez moi. Un pour le vin, un pour la bouffe, et puis un pour les cigares. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2 filières qu'ils n'avaient pas du tout exploitées, qu'ils n'avaient pas du tout imaginées. Il y a un autre client qui a dit il est super votre objet connecté, moi je voudrais enlever votre logo et mettre mon logo pour faire des cadeaux de fin d'année, je vous en achète 500, je les distribue à mes clients. Mais là aussi, la boîte n'y avait pas pensé. Donc on se rend compte que la foule, non seulement elle est capable de vous aider à améliorer, elle est capable éventuellement de créer des concepts, elle est capable de financer et elle est capable de vous aider à trouver des nouveaux business models. En fait, plus on sollicite des panels larges, plus on a de cas d'usage qui vont se présenter. Et ça, quand on le mixe avec des communautés de passion, et le pouvoir industriel, le pouvoir de production de marque, ça devient super intéressant. Et nous, ça fait Gaël, quoi, 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble sur le garage de Bob? Oui, donc, ça fait déjà 3 ans. Ouais, déjà 3 ans. Donc Bob en référence à notre mascotte chez Butagaz, l'ours bleu. Au départ, notre moyen d'utiliser la plateforme a évolué en fait, puisqu'au départ, on l'avait vraiment créé pour les startups de notre écosystème qui étaient au tout début de l'aventure Zagatube très axés hardware B2C. Donc on a des startups comme Luni, Short Edition, The Keys par exemple, qui ont bêta-testé leurs produits et qui ont eu des retours utilisateurs qui les ont aidés à améliorer leurs produits et services et leurs offres. Mais assez rapidement, finalement, en leur contact, on s'est aperçu aussi qu'on avait, nous, Butagaz, tout intérêt à y poser nos propres questions et nos propres problématiques à une communauté qui aujourd'hui rassemble à peu près 2000 clients, enfin 2000 personnes sur la plateforme. Et du coup, on a commencé à parler avec eux de réduction de consommation énergétique, d'énergie verte, d'autoconsommation. Et là, c'est assez intéressant déjà en termes de, bien entendu, d'idées, de contributions des utilisateurs. C'est de la bonne matière inspirationnelle. Et également, ça nous permet de détecter des contributeurs qu'on pourra solliciter ultérieurement dans du test futur de produits et services ou de conception. Voire de la pré-commercialisation d'ailleurs. Exactement. Donc le consommateur, vraiment, on tâche dans cette démarche de placer de plus en plus le consommateur au centre de notre démarche d'innovation. Et la genèse de ThankYou est une bonne illustration de la puissance d'une telle démarche. Oui, exactement. Merci Olivier. Donc je vais repréciser ce qu'est ThankYou. ThankYou, c'est l'énergie de la mobilité. On a créé le premier réseau de distribution mobile d'énergie pour la mobilité. Concrètement, c'est quoi? On a mis des stations-service dans des petits utilitaires et on va servir nos clients chez eux, à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Aujourd'hui, 98% de nos clients sont des entreprises. Mais ce qui nous intéresse et ce qui nous relie à notre sujet, le consommateur, en 2084, c'est pas tant ce qu'on fait, mais comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Ça n'aura échappé à personne que les stations-service sont encore dans un paradigme où c'est l'offre qui s'impose à la demande, c'est le produit qui s'impose aux besoins. Grosso modo, vous venez à la station, débrouillez-vous, il n'y a que là que vous pouvez faire le plein. Sauf que le consommateur, aujourd'hui, il veut plus que ça. Il veut de la flexibilité. Donc avec ThankYou, par exemple, c'est la station qui vient directement chez vous. Il veut du digital, donc pouvoir commander son plein directement depuis une application mobile ou directement depuis un site internet. Et puis, il veut aussi plus d'écologie.
Et donc, par exemple, chez ThanQ, dès 2019, vous serez capable de commander aussi bien du diesel que du biodiesel ou du gaz naturel pour véhicules, de l'électricité ou l'hydrogène. Ce qui est intéressant, c'est comment on l'a fait. ThanQ, c'est une histoire qui n'a pas encore 24 mois. Et aujourd'hui, et en fait, au départ, on a commencé directement au processus de co-création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a essayé d'impliquer directement les automobilistes, nos clients, les fabricants de matériel de station essence, les constructeurs automobiles, les pétroliers et les énergéticiens, pour se dire, maintenant, il faut qu'on apporte une nouvelle solution, un peu comme Local Motors qui disait, on va fabriquer une voiture. Bah, nous, on va remplacer les stations-service. Grosso modo, c'était notre cahier des charges, ou en tout cas apporter une nouvelle option. Et donc, on s'est tous mis autour de la table, et en 18 mois, puisque ThanQ, le premier litre qu'on a livré, c'était en avril 2017, on a livré plus de 2,5 millions de litres, et on a 15 stations mobiles en service sur la région parisienne, la région lilloise, Louviers et l'Eure, grâce à Butagaz et un POC qu'on a monté ensemble depuis le mois de décembre. Et puis bientôt Lyon dans un mois. Ces stations, elles ont été imaginées à Paris et à Casablanca. Elles ont été designées à Bordeaux et elles ont été fabriquées à La Rochelle. Et donc aujourd'hui, elles opèrent sur plusieurs territoires en France. Et ce qu'il faut retenir de mon propos, en fait, c'est que la co-création, ça permet l'open innovation, qui était finalement un peu ce qu'on faisait sans le savoir. Ben, ça permet de gagner énormément de temps parce qu'on arrive avec un produit qui a un market fit beaucoup plus fort, ce qui évite de faire beaucoup d'erreurs et ce qui nous permet, à nous, start-up ou en tout cas entrepreneurs, d'innover encore plus rapidement puisqu'on n'a jamais un produit qui aboutit. Et notre objectif, c'est toujours de coller encore plus aux besoins du consommateur. Merci Antoine. Et puis moi, ce que je retiens également, c'est que finalement, en tant que consommateur, tu avais un pain point, tu as eu accès à de l'information, de l'expertise qui t'ont permis derrière de trouver ta propre solution et de la monter. Donc certes, tu l'as montée et tu as finalement fédéré un écosystème autour de toi pour réussir à la monter. Mais c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais on est 3 associés. Il n'y en a aucun qui vient du monde du pétrole ou de la station-service. Enfin, voilà. On était tous moi, j'étais dans le loisir, mon autre associé était dans les centres d'appel et le dernier était dans un cabinet de conseil. Ça marche. Alors si je reviens maintenant si je me place au niveau des entreprises établies telles que la nôtre, Butagaz, si je devais faire un constat, certes, tout n'est pas rose. Certes, on a le garage de Bob, mais je pense que on sous-utilise encore beaucoup le potentiel du crowdsourcing dans nos activités. Par exemple, sur nos campagnes, on a effectivement pas mal de contributions, mais je pense qu'on pourrait élever le niveau de jeu en termes de qualité de ces contributions et la manière dont ces contributions nous inspirent également en interne. On pourrait même aller plus loin et aller, soyons fous, imaginons cette tendance et traçons un trait vers 2084. On pourrait à un moment donné imaginer que de confier des nouvelles offres et des nouveaux services et l'imagination, la conception et la fabrication de ces offres et services à des communautés d'innovation. Voilà. Donc, pour compléter ce propos, je suis tombé en préparant ce workshop sur l'intervention de Chris Anderson, le CEO de 3D Robotics, dans le cadre de l'USI 2015. Donc vous voyez, sa date, c'était en 2015, c'est déjà il y a quelques années. L'USI, Unexpected Sources of Innovation, l'événement annuel organisé par Octo Technologies, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Dans cette intervention, Chris Anderson donc, raconte comment, en 3 ans, il est passé d'une innovation réalisée en mode do-it-yourself avec ses enfants chez lui. En l'occurrence, cette innovation était un drone volant, donc piloté de manière autonome. Comment il est passé donc en 3 ans de cette innovation en mode do-it-yourself à PDG d'une entreprise qui fait aujourd'hui voler davantage de drones que l'armée américaine. Assez inspirant. Et en fait, clairement, il explique qu'il s'est bel et bien et très concrètement appuyé sur ces communautés d'innovation. Il va plus loin en essayant de conclure en fait, sur le pourquoi et quelles sont les perspectives. Il dit que l'histoire économique nous démontre que nous sommes passés d'un monde où au XIXe siècle, l'enjeu était dans la propriété des moyens de production et où la concurrence se faisait donc entreprise versus entreprise, d'accord, sur ce terrain-là, capital versus capital. Au XXe siècle,
alors que l'accès aux moyens de production se démocratisait, on est passé davantage à une concurrence produit contre produit. Et d'un enjeu industriel, on a translaté vers un enjeu technologique. Au XXIe siècle, alors que la connaissance, l'accès à la connaissance et l'accès à la fabrication même sont désormais en libre service, nous passons d'un enjeu technologique à un enjeu social. Et notre rôle, en termes de responsable d'innovation, ou notre rôle dans les entreprises, est bel et bien de fédérer des communautés d'innovation, des écosystèmes. Donc de produit versus produit, on passe sur un axe concurrentiel qui devient écosystème versus écosystème. Je trouve cette thèse, je voulais la partager avec vous parce que je la trouve effectivement très plausible et assez adaptée à notre discussion. Maintenant, est-elle la seule voie possible et la seule voie plausible? Gaël? Alors, ce n'est pas la seule voie possible, hein, bien sûr. On va toujours avoir des Elon Musk qui vont dire tiens, on va faire des voitures électriques super pas chères en moins de 10 ans ou on va envoyer des gens sur Mars. Mais là, on commence à avoir une alternative en fait au génie ou à la puissance industrielle ou à la puissance financière. C'est le génie de la foule et de l'intelligence collective. Qui, à mon avis, va permettre d'offrir des modèles alternatifs et puis surtout va accélérer tout le processus. Il y a plein de séries, hein. Là il y a une série qui s'appelle Salvation qui est basée là-dessus. Si vous avez Netflix, hein, je vous invite à regarder le truc. Et en gros, c'est le gouvernement où la puissance en place n'a pas réussi à trouver la solution. Et si la solution pouvait venir du peuple ou de personnes qui ont une idée dans le peuple et qui vont fédérer d'autres ressources, des réseaux, je trouve que c'est effectivement une nouvelle alternative ultra intéressante. Antoine? Moi, je pense que derrière tout entrepreneur, il y a un consommateur frustré. En tout cas, c'était mon cas avec les stations-service, puisque je considérais à l'époque que le passage, aller faire le plein en station, c'était pas forcément le meilleur moment de la journée. Et je cherchais une alternative. Et je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit un besoin ou qui identifie un besoin. Il voit il n'a pas de solution. Il se dit « go, j'y vais ». Et peut-être que demain, grâce notamment à des plateformes comme FanVoice, grâce à Internet, on peut designer un produit chez soi, le faire imprimer en 3D à Berlin, le sortir en production en série en Chine, le commercialiser aux US. Finalement, ça va devenir de plus en plus facile d'entreprendre. Et moi, j'ai inventé un terme pour le consommateur du futur, c'est le consopreneur. Consommateur, comprenez, consommateur et entrepreneur. En tout cas, je ne sais pas si on sera là pour voir si j'ai raison en 2084, mais ça m'inspire. Merci beaucoup. Que de néologisme, en tout cas, c'est effectivement très inspirant. Et on se rejoint tous sur le fait qu'aujourd'hui, l'innovation devient, encore une fois, un enjeu social et que notre rôle devient celui d'animateur de communauté. Voilà, on voulait vous donner la parole sur 2 dernières questions. En fait, on en a en l'occurrence loupé une pendant le truc, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez déjà répondu en fait, c'est super. En un mot, dites-nous ce que vous imaginez être le consommateur de 2084. Donc on voit un beau nuage de mots. Acteur et gros hein, quand même, c'est bien. Responsable. Ok. Anti-consommateur. Tout le monde est d'accord avec nous. Ça intéressant. Conso-actionnaire, j'aime beaucoup ce terme. Informé, c'est pas faux. Bon, ben c'est bien, vous avez bien écouté et vous êtes tous d'accord avec nous, on est super contents. Merci. Oh, c'est très bien. Et on avait une deuxième question. Merci beaucoup pour ces réponses. Responsable, acteur et engagé ressortent quand même énormément. Merci pour ces contributions. Voilà. Et la dernière question était, selon vous, sur quel secteur économique, plus particulièrement, le consommateur aura-t-il le plus d'impact dans la conception de nouveaux produits et services ? Alors sur le service, hein, c'est complètement vrai. Aujourd'hui, le plus gros de nos clients chez FanVoice, c'est des boîtes de service. On a commencé
Parmi les premiers, on avait Butagaz. Très vite, on a eu Crédit Agricole, AXA qui sont lancés dans le dispositif. Et l'idée, c'était d'améliorer des services, améliorer les parcours clients, online, offline. Donc, c'est complètement vrai. Pareil pour écologie et énergie. On est dedans. Finalement, on voit que c'est à peu près tous les secteurs. Donc je pense qu'on est à peu près tous d'accord. C'est le but de l'exercice. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Non. D'accord, très bien. Bon, merci en tout cas infiniment de nous avoir écoutés. Merci. Bonne journée.